Bonjour, bonjour. Je reconnais des gens, je reconnais des noms. Il y a des gens qui sont peut-être là cette fois-ci, qui n'étaient pas là la dernière fois. Puis c'est tout à fait correct, tout à fait correct. Donc, ben, on va y aller. Il y a 43 personnes en ce moment. On va commencer. Alors, éteignez vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Ça va être plus simple. Puis, si vous voulez poser des questions, allez-y avec la petite main, là, la petite main qu'on peut lever là, pour dire You, je veux poser une question. Ou bien, si vous n'êtes pas capable, vous avez simplement qu'à ouvrir votre micro et à dire je veux poser une question. Ça va aller. Donc, ben bonjour, moi je m'appelle Anne Michaud, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Je m'appelle Madame Suzanne Vibo. Si vous pouvez éteindre votre caméra, ce serait très bien. Votre micro est éteint, mais votre caméra est encore allumée. Alors, je m'appelle Anne Michaud. Je suis la présidente du conseil d'administration de Lire et faire lire. Je suis coordonnatrice de l'antenne Campus 3 de Gatineau, où il y a environ 75 bénévoles. Et je suis bénévole lectrice depuis, je pense que ça fait 8 ans maintenant. Je suis bénévole lectrice au sein de Lire et faire lire. La semaine dernière, on a exploré le thème On lit quoi? Et ce dont je vous ai parlé, c'est des différents types de livres qu'on peut lire en vous disant choisissez ce que vous aimez, ce qui vous convient. C'est ce qui est le plus important. Parce que si on lit un livre qu'on trouve plate, on va être plate. Ben, en tout cas, il y a des bonnes chances qu'on soit plate. Alors que si on lit un livre qu'on aime, il y a des chances qu'on soit intéressant. Je vous raconte une petite anecdote. Alexandre Jardin était dans l'Outaouais il y a 2 ans et il nous racontait qu'à un moment donné, dans une rencontre de lire et faire lire, une grosse rencontre là, avec des centaines de personnes. Bon, il y a un monsieur qui prend le micro et qui dit moi, je lis des livres de botanique. Alors, Alexandre Jardin s'est dit monsieur est zinzin. Là. Et il y a quelqu'un qui a pris le micro ensuite qui a dit oui, monsieur Machin vient dans mon école, il lit des livres de botanique. Et depuis que monsieur Machin nous lit des livres de botanique, toute l'école se passionne pour la botanique. Alors, comme vous voyez, un exemple d'une passion que le monsieur en question arrivait à transmettre aux enfants et aux adultes qui étaient là aussi. Donc c'est intéressant de voir qu'un sujet peut-être aussi rébarbatif ou en tout cas pas particulièrement pensé pour les enfants pouvait devenir intéressant parce que la personne qui présentait le livre était elle-même passionnée par ce sujet-là. Donc, ce matin, on va s'attarder surtout on lit comment. En ce sens que je ne peux pas vous dire exactement comment les choses vont se passer. Si vous n'avez pas encore lu ou comment les choses se passent, si vous lisez déjà, ça ne sera jamais tout à fait pareil, mais on va explorer cet aspect-là des choses, comment les choses peuvent se passer et qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ça se passe correctement. Alors, donc, vous êtes allé à la bibliothèque, vous êtes sorti de là avec une pile de livres, vous êtes rentré chez vous, vous les avez lus à haute voix plusieurs fois, vous avez choisi ceux que vous vouliez présenter aux enfants. Et là, vous arrivez et c'est la première fois que vous rencontrez les enfants. Alors, j'intitule ça, ça y est, on lit. Donc, la première fois que vous arrivez, ben, il faut que vous vous présentiez. C'est la première chose à faire. Hein. Moi, je me suis présentée, je vous dis, je m'appelle Anne Michaud. Vous allez faire la même chose avec les enfants et vous allez leur dire comment vous voulez qu'ils vous appellent. Alors, maintenant, il y a la règle du vouvoiement dans les écoles qui vient d'entrer en vigueur en janvier. Donc, ça peut venir un peu modifier les choses. En général, depuis quelques années déjà, il était de mise que les enfants nous appellent Madame Anne ou Monsieur Pierre, Madame Anne. Il y a certaines écoles où on exige que les enfants appellent l'enseignante de son nom de famille. Donc, dans mon cas, ça serait Madame Michaud. Est-ce que vous êtes obligé de faire la même chose? Ben, là, il faudrait vérifier si vous allez dans une école, bien sûr, avec l'enseignante. Je pense pas que ça soit obligatoire. Et ce qu'on entend beaucoup, c'est des Madame Anne ou des Monsieur Pierre plutôt que des Madame Michaud ou Monsieur Tremblay, etc. Quant au vouvoiement comme tel, ben, je lisais un article dans la presse qui est paru la semaine dernière, je pense que c'était, où on disait que c'est à géométrie variable, l'obligation du vouvoiement dans les écoles. Bien sûr, la règle est là, le ministère de l'Éducation l'impose, mais bon, dans les faits, les enfants de 4 ans, 5 ans, ce serait surprenant qu'ils vous voient une personne. Je pense à ma petite fille, elle a compris que si elle s'adresse à plusieurs personnes, il y a le vous, mais si elle s'adresse à une personne, de vous voyez une personne, là, je pense que ça la dépasserait complètement. Et donc, on peut pas penser que des enfants très jeunes vont appliquer ça, c'est certain. Mais en cours de route,
en cours de parcours scolaire, ils vont finir par l'apprendre. Et c'est sûr que si vous lisez à des enfants de cinquième, sixième année, ben, ils devraient être capables de vous voyer. Mais c'est à vous de vous adapter aux demandes qui sont faites à l'endroit où vous lisez. Donc, si vous lisez dans une école et qu'on demande le vouvoiement, ben, c'est à vous à vous adapter à ça. Et si on demande que que vous vous présentiez selon votre nom de famille, Madame Michaud plutôt que Madame Anne, ben, vous le faites. C'est sûr que si vous allez lire dans un CPE ou si vous allez lire dans un camp de jour ou si vous allez, ben là, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas cette règle-là qui s'applique et vous choisirez comment vous voulez vous faire appeler. Moi, j'ai déjà une petite fille qui est venue vers moi qui m'a dit, est-ce que je peux t'appeler grand-maman? Mais je lui ai répondu, bien sûr, ma chouette, tu peux m'appeler grand-maman si tu veux. Tu sais, je ne veux pas interdire à un enfant de m'appeler grand-maman, là, jamais dans 100 ans. Mais bon, c'est à vous de voir finalement dans le contexte dans lequel vous lisez, comment vous allez vous faire appeler. C'est un bon moment si vous rencontrez des enfants sur une base de plusieurs rencontres. Parce que au sein de Lire et faire lire, il y a maintenant la possibilité aussi d'avoir des rencontres ponctuelles. Donc, si vous allez lire, par exemple, dans une halte garderie, comme ça se fait à Saint-Jérôme, entre autres, les enfants que vous allez rencontrer, si vous allez lire aujourd'hui à la halte garderie, machin, machin, ne seront pas les mêmes qui seront là la semaine prochaine, ou en tout cas pas nécessairement les mêmes qui seront là vendredi prochain si vous retournez à la même halte garderie. Hein? Parce que c'est un endroit, vous savez, une halte garderie où les parents, une maman qui a un rendez-vous, par exemple, va pouvoir déposer son enfant pour une heure ou deux, elle va chez le dentiste, elle va faire des courses, peu importe. Alors, la semaine suivante, elle ne sera pas nécessairement là, bien sûr. Donc, ça, on appelle ça des rencontres ponctuelles. C'est sûr que la dynamique n'est pas la même que si vous allez dans une école ou une garderie, un CPE, et que là, vous rencontrez les enfants pendant plusieurs semaines, les mêmes enfants. Alors moi, je vais plutôt vous parler de cet aspect-là si vous rencontrez les mêmes enfants pendant plusieurs semaines, mais il y a des choses, vous allez voir, qui s'appliquent aussi quand vous rencontrez les enfants de façon ponctuelle dans une bibliothèque, une halte garderie, un camp de jour ou peu importe où. Donc, quand vous rencontrez les enfants pour la première fois, c'est une bonne idée d'avoir une petite discussion avec eux pour commencer. T'sais, on se présente, puis là, on commence pas tout de suite, là, whoop, on se lance dans le livre. On peut leur demander, ben, d'abord, ils ont peut-être un petit carton avec leur nom, quand c'est que ça aide, surtout quand c'est des noms qu'on connaît moins. Et on peut leur demander, c'est ça, comment ils s'appellent, combien, est-ce qu'ils ont des frères et des sœurs, est-ce qu'ils ont des livres à la maison. Mais là, il faut faire attention. Les réponses ne seront pas nécessairement toutes véridiques. T'sais, un enfant peut très bien vous dire qu'il y a beaucoup de livres à la maison, quand en fait, il n'y en a pas du tout. T'sais, mais ça permet d'établir un lien. Puis les enfants vont vous poser des questions. Pourquoi vous avez des rides? Pourquoi vous avez des cheveux gris? Pourquoi vous avez des taches? Pourquoi vous avez pas de cheveux? Pourquoi en terminant la semaine dernière, j'ai dit qu'il y a un enfant qui avait demandé à une lectrice à un moment donné, est-ce que tu es une vraie grand-maman ou tu es juste une grand-maman de lecture? Ce qui était absolument mignon comme question, là. Mais donc, les enfants vont vous poser des questions, c'est certain. Est-ce que tu as des petits-enfants? Est-ce que tu es une maman? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que blablabla? Pourquoi tu viens dans mon école? Plein de choses comme ça. Fait que moi, je vous suggère d'établir quand même, ça, là, ces questions-là, là, ça pourrait durer toute la période de lecture. Il faut quand même mettre un terme à un moment donné. Il faut quand même dire chacun une question ou je sais pas, mais il faut être capable de dire à un moment donné, bon, ben, je suis pas venu pour répondre à toutes les questions de l'univers, je suis venu pour vous lire des histoires. Qu'est-ce que vous pensez si on commençait et qu'on lisait un livre? Parce que sinon, ça peut s'étirer. Puis il y en a là, qui ont, comme moi, là, beaucoup de choses à dire. Donc, on évite de prendre trop de temps, mais on pourrait fixer une limite de, je sais pas, une dizaine de minutes là, lors de la première rencontre pour faire connaissance. Puis, c'est un bon moment aussi, cette première rencontre-là, peut-être au début, mais peut-être à la fin, pour demander aux enfants quel sujet les intéresse. Parce que la première fois, bien sûr, vous allez avoir choisi des livres un peu à l'aveugle, sans savoir exactement les sujets qui peuvent intéresser les enfants auxquels vous allez lire. Fait que vous allez avoir choisi des livres un peu, disons, un peu génériques, là, des livres qui risquent de plaire au plus grand nombre d'enfants. Mais là, si vous rencontrez les enfants et que vous vous rendez compte qu'il y en a 2 sur 3 qui sont passionnés de dinosaures, ben vous allez peut-être vouloir choisir un livre sur les dinosaures. Ou je vous ai raconté la semaine dernière l'histoire de cette bénévole dont les élèves à qui elle lisait lui avaient dit qu'ils voulaient des livres de princesses. Puis elle, les princesses à la Disney, là, ça ne l'intéressait pas du tout. Mais elle avait choisi La princesse et le poney, ou elle aurait pu choisir La princesse qui avait presque tout, ou le Pétunia, la princesse des pets. Ou, il y a des moyens de trouver des livres sur des sujets
qui vont nous intéresser, nous, tout en intéressant les enfants. Je pense que je vous ai raconté aussi celle-là de la bénévole, il y avait un petit garçon, il dérangeait pas, mais il avait pas l'air intéressé. Puis elle lui a demandé qu'est-ce qui t'intéresse, puis il lui a dit, moi, j'aime beaucoup les serpents. Puis elle lui dit, ben ça tombe bien, j'ai plein de livres sur les serpents. Ce sur quoi elle s'est garochée à la bibliothèque pour aller en chercher parce qu'elle n'en avait pas. Donc, quand elle est revenue la fois suivante, elle avait des livres sur les serpents dans son sac, puis elle a dit au petit garçon, ben écoute, je te propose, tu t'assois, tu écoutes l'histoire avec des amis, puis ensuite, je te prête ce livre-là, puis tu pourras le regarder dans ton coin comme tu veux. Puis ça a fonctionné comme ça durant toutes les séances de lecture. Il était passionné, puis elle a même rapporté le même livre. C'est un enfant, même s'il l'a lu 2 fois, 3 fois, là, mais lu, je me souviens pas si c'était un enfant qui savait lire ou pas. Mais donc, elle lui apportait des livres sur un sujet qui l'intéressait, puis ça allait. Puis ça arrive aussi, tu sais, un bénévole qui m'avait raconté qu'il y avait un petit garçon qui avait l'air vraiment, les livres, ça n'avait pas l'air de l'intéresser du tout. Puis le bénévole lui a demandé, toi, qu'est-ce que t'aimes? Puis le garçon a répondu, moi, j'aime les trocs. Alors, il a apporté des livres sur une histoire de camion la fois d'après. Et puis là, ben, bingo, il l'avait, là. Donc, de demander aux enfants ce qui les intéresse, c'est un peu une porte d'entrée vers leur intérêt, justement. Hein? Si on apporte un livre sur un sujet qui les intéresse, et parfois, ça peut être un personnage, tu sais, s'il dit les pompiers, ben, il peut avoir une histoire de pompiers, etc. C'est pas nécessairement un livre sur les pompiers, mais ça peut être un livre qui met en vedette un pompier. Bon, donc, à ce moment-là, on capte leur intérêt, puis on a des meilleures chances de garder cet intérêt-là pendant la séance. Si vous avez, il y a des cas comme, moi j'organise comme coordonnatrice, j'organise toujours avant le début des séances de lecture ce que j'appelle une rencontre préparatoire, où les bénévoles rencontrent l'enseignante sans les enfants et voient l'endroit où ils vont s'installer pour lire. Et c'est surtout utile quand c'est des bénévoles qui sont jamais allés dans cette école-là et ou quand c'est des nouvelles écoles, des nouvelles enseignantes qui n'ont jamais accueilli les bénévoles de Lire et faire lire, puis ils savent pas exactement comment ça va se passer. Donc, si vous avez eu une rencontre comme ça, vous savez probablement déjà que vous allez vous installer peut-être dans la classe ou qu'il y a le petit local de l'orthophoniste à côté ou qu'il y a la salle des dîneurs que vous allez pouvoir aller. Bon, puis vous avez peut-être déjà pu dire que vous aimez mieux être à tel ou tel endroit. D'ailleurs, pour les hommes, je suggère fortement que vous restiez toujours dans un endroit où il y a d'autres personnes. Je sais que vos antécédents judiciaires ont été faits. J'ai aucune crainte. Je sais que vous êtes toutes des très bonnes personnes, mais vous vous protégez en protégeant les enfants en faisant ça. Et donc, de demeurer, par exemple, dans la classe où il va y avoir 2, 3, 4 bénévoles qui vont être installés, ben vous protégez en faisant ça. C'est pas obligatoire, mais c'est une suggestion. Mais là, si vous n'avez pas eu cette rencontre-là avant, c'est lors de la première rencontre avec les enfants que vous allez voir comment vous allez pouvoir vous installer. Moi, je dis toujours à mes bénévoles, on est tous capables de s'asseoir par terre. Quand on se relève, ça peut être plus ou moins élégant. Dans mon cas, moins que plus. Donc, j'ai des bénévoles qui sont souples, qui font du yoga, qui s'assoient par terre sur les tapis, qui se relèvent, ça ne pose pas de problème. J'en ai d'autres que si tu les assois par terre, il va falloir que tu ailles chercher, il va falloir que tu aies palante pour les sortir de là. Donc, il faut s'assurer qu'on est assis confortablement pour qui on est, pour nos limites, pour nos capacités. Alors, s'il vous faut une chaise, ben vous arrivez à vous installer sur une chaise ou vous demandez pour être installé quelque part où il y a une chaise. C'est peut-être une chaise de maternelle, c'est pas très haut. Si vous avez, j'ai eu une bénévole à un moment donné qui avait des problèmes d'audition et elle, s'il y avait trop de gens autour qui parlaient, ça devenait cacophonique dans ses oreilles. Donc, elle demandait pour être dans un local vraiment seule avec les enfants. Donc, c'est ce qu'on faisait pour elle et ça allait très bien comme ça. Il y a des bénévoles qui aiment beaucoup gesticuler, parler fort, etc. Mais vous comprendrez que s'ils sont dans la classe avec 2, 3 autres bénévoles, ça va être un peu cacophonique. Donc, pour ces gens-là, c'est mieux d'être un peu à l'écart. Alors, il faut vraiment s'assurer, et je dis souvent aux bénévoles, écoutez, au pire, là, s'il n'y a rien qui vous convient pour vous asseoir, apportez-vous, vous savez, les chaises de camping qui se plient, là, apportez-vous ça, ou j'ai des bénévoles qui s'apportent un petit coussin un petit bloc de yoga, puis qui s'assoient là-dessus. Arrangez-vous, assurez-vous d'être assis, d'être installé, disons, confortablement pour que la séance de lecture soit agréable pour vous. Parce que si vous êtes inconfortable,
ça fonctionnera pas. Assurez-vous aussi que les enfants voient bien et qu'ils ne seront pas dérangés. Ça veut dire que si, par exemple, je suis dans la classe et qu'il y a d'autres groupes d'enfants, mais je vais m'arranger pour que les enfants, moi, je vais faire dos à un mur et je vais m'arranger pour que les enfants me regardent et regardent le mur, plutôt que d'asseoir les enfants à côté de moi pour qu'ils regardent vers la classe où il va y avoir d'autres choses qui vont les déranger. Puis la même chose s'ils sont installés, peu importe, là, et qu'on voit, mettons, à l'endroit où ils sont installés, disons qu'on voit le corridor, puis qu'il y a beaucoup de monde qui passe, ben, je vais m'arranger pour qu'ils regardent vers moi, vers un mur, plutôt que vers le corridor. Hein, vous comprenez? Parce que sinon, hop, l'attention va être dirigée vers le petit copain qui passe ou etc. Donc, ça, c'est une bonne idée de penser à ça. Parfois, j'ai vu par exemple dans un cas où je lisais dans une école et les enfants étaient assis par terre, puis là, n'importe quoi. Puis à un moment donné, je me suis dit, au bout de 2 séances, je me suis dit non, je vais faire asseoir sur des chaises, des petites chaises. Donc, apportez votre petite chaise, installez-vous sur votre petite chaise. Puis dans ce cas-là, ça a été beaucoup mieux parce qu'assis sur leur chaise, ils étaient beaucoup moins portés à, disons, à s'évacher, là, tu sais, à prendre n'importe quelle position. Alors, des fois, on peut faire des ajustements en cours de route, là. Ce que vous faites la première, la deuxième fois, c'est pas nécessairement ce que vous allez faire pendant toutes les séances de lecture. Alors, vous pouvez vous ajuster. Euh, et donc, assurez-vous que les enfants voient bien, que leur attention ne sera pas mise en péril par ce qui se passe autour. Si vous êtes dans une classe ou dans une pièce où il y a d'autres bénévoles qui lisent, ben faites attention à ne pas faire trop de bruit parce que sinon ça va déranger. Si vous leur faites chanter une chanson à votre petit groupe, ben il y a des chances que ça dérange les autres bénévoles aussi. Donc, faites attention à ça. Puis, je vous suggère, c'est pas obligatoire, peut-être instaurer une petite routine au début. Il y a des enfants pour lesquels ça fonctionne très bien. J'ai des bénévoles, par exemple, qui commencent à la première rencontre à montrer aux enfants une petite comptine. Tu sais, 1, 2, 3, nous irons au bois. Donc, j'ai une bénévole, entre autres, qui fait ça régulièrement. Et au fil du temps, les enfants apprennent la comptine. Donc, la première semaine, ils vont apprendre la première phrase, puis elle va leur dire toute la comptine, mais ils vont apprendre la première phrase. Et elle se sert de cette comptine-là aussi comme transition entre les différentes lectures qu'elle fait. Donc, ça peut être ça. Ça peut être simplement de dire bonjour, Madame iPad 9, si vous voulez fermer votre caméra, s'il vous plaît, ce serait gentil. Mais vous pouvez intervenir quand vous en ressentez le besoin. Ça pourrait être de dire on s'en va, livre, ouvre-toi, ou raconte-nous ton histoire. Bon, vous avez votre sac avec vos livres. Vous pouvez décider que les enfants pigent un livre à l'aveugle dans le sac, chacun un, et que, par exemple, cette semaine, on commence avec ton livre à toi, la semaine prochaine, ce sera celui-là, celui-là. Il faut changer l'ordre, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui soient les premiers, mais ça peut être ça. C'est à vous de voir comment ça va, comment ça va se dérouler de la meilleure façon possible. Il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais si je les fais piger, puis là, ça va faire de la chicane. Peut-être, oui. Donc, faites pas ça. T'sais, selon les cas, moi, je l'ai fait, par exemple, l'automne passé, j'étais dans une classe de deuxième année, je leur faisais piger chacun un livre, ça allait très, très bien. Puis ils savaient très bien que la semaine passée, on avait commencé par un tel, puis là, cette semaine, donc, ça serait le tour d'un tel, puis ils s'en souvenaient, puis il n'y avait pas de chicane. Avec des enfants de 4 ans, ça va peut-être être un peu plus difficile. C'est peut-être moi qui va décider l'ordre des livres qu'on lit. Puis si les enfants sont assis à côté de moi, plutôt qu'en face de moi, ben, ce que je vais faire, mettons que j'en ai 4, je les assois à côté de moi et que j'ai le livre comme ça devant moi ou sur une table, ben, je vais, à certains moments, changer l'ordre des enfants pour pas que ce soit toujours les mêmes qui soient assis, collés sur moi. Alors, tu sais, ça pourrait être, par exemple, OK, là, on lit ton livre. Bon, ben, tu viens t'asseoir à côté de moi et c'est toi qui tournes les pages quand je te fais signe. Quand je te fais signe que je t'ai temps de tourner la page, c'est toi qui la tournes. Puis là, quand c'est le livre de l'autre, ben, c'est toi qui viens t'asseoir puis c'est toi qui tournes la page. Tu sais, ça pourrait être une façon de faire. C'est à vous de choisir, si vous voulez faire une petite routine, de déterminer cette routine-là. Il y a des gens qui apportent une petite marionnette pour donner le droit de parole aux enfants ou pour faire semblant que c'est comme la petite marionnette qui raconte l'histoire. Il y a des gens qui apportent un objet
associés à la lecture qu'ils font pour, disons, comme pour animer cette lecture-là. Tu sais, si c'est un camion, ils vont emporter un petit camion, etc. Ça, c'est à vous de déterminer. C'est vous qui êtes le lecteur, c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. Puis peut-être qu'il y a des choses que vous allez essayer qui vont super bien fonctionner avec un groupe, puis avec le groupe suivant, ça ne marchera pas. Ou ça va créer de la chicane, puis là, ça va être à vous de vous ajuster. Fait que c'est vraiment, vous êtes libre de faire comme bon vous semble dans ce domaine-là. C'est bon, quand on lit une histoire aux enfants, de temps en temps, je vous donne un exemple, de lire, de suivre le texte avec le doigt. Pour montrer aux enfants que quand on lit, surtout quand c'est des enfants qui ne savent pas lire, là, qu'on commence en haut à gauche et que quand on finit en bas de la page ici à droite. Ben là, dans ce cas-là, ici à droite. Ben non, il y a du texte en bas. Ici à droite. Parce que, et surtout, si on arrive avec des enfants, si on a des enfants qui arrivent du monde arabe où on lit à l'envers par rapport à nous, ben c'est important. Puis ça montre aux enfants, tu sais, la lecture, là, il y a des mots, il y a des lettres et on déchiffre les mots, les lettres. Donc, on ne le fait pas nécessairement tout le temps, mais on peut le faire de temps en temps. Puis les enfants vont intégrer ça. C'est un orthophoniste qui m'avait suggéré ça. Puis je dis oui, c'est vrai, c'est une bonne idée parce que les enfants intègrent donc le sens de la lecture. Puis à un moment donné, quand ils sont à l'âge ou en première année, là, quand ils commencent à décoder les mots, là, ils vont commencer à décoder. Tu sais, si vous avez un mot comme SE, ben, ils vont voir SE, ce. Puis un mot plus compliqué comme œil, O-E-I-L, c'est compliqué ça. Alors, ils vont voir, OK, œil, c'est comme ça que ça s'écrit. Quand tu as dit œil, son doigt est là. Donc, le mot œil, ça s'écrit comme ça. Donc, il y a tout un travail qui se fait dans leur tête à ce moment-là. Donc, de temps en temps, pas besoin de le faire tout le temps, mais de temps en temps, suivre avec le doigt. Bien sûr, si c'est une histoire que vous vous êtes appropriée et que vous racontez plutôt que de la lire mot à mot, vous ne le faites pas. Mais si c'est une histoire que vous lisez en suivant le texte, bien là, vous pouvez le faire une fois de temps en temps comme ça. Euh, Présenter le livre avant de le lire. C'est pas juste prendre le livre puis on commence. Présentez-le. Alors, celui-ci, par exemple, s'intitule Petit museau au parmi les mots. J'ai vu que Michelle Niding était là. C'est Michelle qui est coordonnatrice à Saint-Adèle-Saint-Sauveur qui m'avait suggéré ce livre-là qui est absolument magnifique. Alors, je présente le livre. Je présente l'auteur, celui qui a écrit les mots du livre. Tu sais, je l'explique dans un langage que les enfants peuvent comprendre. S'ils ont 8 ans, je leur dis l'auteur, mais s'ils ont 4 ans, je dis la personne qui a écrit l'histoire, elle s'appelle Gilles Thibault. Et la personne qui a fait les dessins de l'histoire, elle s'appelle Soufi. Puis je peux même leur parler de la maison d'édition. Ici, dans ce cas-ci, c'est les éditions 2. Selon l'âge des enfants, bien sûr, à 3 ans, la maison d'édition, ça ne leur dira rien. Mais s'ils ont 7, 8 ans, je peux leur dire, la maison d'édition, c'est les éditions 2. On va parler tantôt de ça d'ailleurs, comment on peut présenter les livres encore un peu plus quand les enfants sont plus vieux. Puis là, tu sais, puis là, je suis petit museau parmi les mots. Et donc, je présente le livre aux enfants, puis là, je leur dis, de quoi tu penses que ça va parler? Est-ce que l'image nous dit un peu de quoi ça va parler? Ah, il y a un chien. Ben, je pense qu'il va y avoir un chien dans l'histoire. Puis il y a un monsieur avec un parapluie. Ça doit être parce qu'il pleut. Si le monsieur a un parapluie, ça doit être parce qu'il pleut. Puis quand on regarde de l'autre côté, oh, regarde, le monsieur, il a le petit chien dans ses bras. Est-ce que le petit chien est devenu son ami? Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on va voir qu'est-ce qui se passe dans le livre? Tu sais, donc, j'ai ouvert la porte à ce que l'histoire, qu'est-ce qui va être raconté dans cet album-là en utilisant la couverture et le quatrième de couverture. Ça, on appelle ça le quatrième de couverture. Donc, je présente le livre. Et vous allez découvrir au fil du temps. Donc, vous pouvez présenter l'auteur, mais vous pouvez présenter l'illustrateur aussi. Vous allez découvrir qu'il y a des illustrateurs extraordinaires. Au Québec, le Québec regorge d'illustrateurs absolument extraordinaires. Et vous allez poser des questions. Vous pouvez poser des questions aux enfants à ce sujet-là. Ben, en deuxième année, là, l'automne passé, c'est fou, on a fait 2 séances là, absolument extraordinaires en parlant d'illustration. Parce que les enfants, c'est eux qui m'ont fait remarquer à un moment donné, oh, je pense que, je me souviens pas ce qu'ils avaient dit, là, mais tu sais, je pense, mettons, que ça a été fait avec de l'aquarelle, de la gouache, je pense que ça a été fait avec des crayons de feutre. Puis là, on a commencé à parler d'illustration, puis la fois d'après, je leur ai apporté un livre où les illustrations étaient faites à partir de collages. Puis donc, on s'est beaucoup, beaucoup amusé avec ces enfants-là, qui avaient quand même 8 ans, là,
à parler d'illustrations de livres, ben 7-8 ans en fait, et de différents types d'illustrations. Donc, tu sais, il y a beaucoup à faire. Déjà, juste avec la page couverture, le quatrième de couverture, la couverture, le quatrième de couverture, il y a déjà beaucoup à faire à ce niveau-là. Si les enfants sont justement en première, deuxième année, qui sont en train d'apprendre à lire, là, un livre comme ça, Petit museau, parmi les mots, c'est extraordinaire pour leur expliquer pourquoi ils vont apprendre à lire, même en maternelle. Ça dépend vraiment du niveau disons, d'éveil des enfants à ce niveau-là, là. Parce que l'histoire, celle-ci en particulier, c'est un petit chien qui se fait, le monsieur, bon, le monsieur, c'est un monsieur monsieur La Liberté, qui est gardien de nuit dans une bibliothèque. Et en allant travailler un soir, il croise un petit chien tout petit, puis il pleut, puis il fait froid, puis le pauvre petit chien, puis le petit chien le suit jusqu'à la bibliothèque. Et là, le monsieur dit, ben là, je peux pas te faire rentrer dans la bibliothèque. Mais OK, rentre dans la bibliothèque, mais là, faut que tu fasses bien attention, faut rien briser, etc. Et il y a une complicité qui va s'établir entre le petit chien et le monsieur. Et à un moment donné, le petit chien se met des lunettes sur le nez. Puis là, il ouvre un livre, mais il comprend pas. Il comprend pas les mots. Il est pas capable de lire. Alors, il fait comprendre à Monsieur La Liberté qu'il voudrait que Monsieur La Liberté lui lise l'histoire. Et Monsieur La Liberté est obligé de lui avouer qu'il ne sait pas lire. Il est analphabète. Et à partir de ce moment-là, Monsieur La Liberté décide qu'il va apprendre à lire pour pouvoir raconter à son petit museau, à son petit chien, toutes les merveilleuses histoires qui se trouvent dans les livres de la bibliothèque. Et donc, ça dit aux enfants pourquoi on apprend à lire. Tu sais, on apprend à lire parce qu'il y a plein d'histoires qu'on peut découvrir si on sait lire. Puis la même chose, j'en ai un autre ici que j'aime beaucoup dans ce sens-là, qui s'appelle Le livre de lettres. Et encore une fois, toutes les références, vous allez l'avoir dans le document qu'on va vous envoyer. Celui-là, c'est une petite fille qui se rend à la bibliothèque avec sa maman. Et pendant qu'elle regarde un album illustré, sa maman lit un livre et la petite va voir sa maman. Puis elle dit, mais maman, ton livre, il est plate. C'est un livre avec juste des lettres. Ah, puis sa maman lui dit, c'est vrai que les livres pour adultes sont souvent sans images, mais les lettres forment des mots et les mots forment des images. Alors sa maman lui explique que, par exemple, si on prend la lettre L, U, N, E, qu'on peut faire le mot lune, mais qu'il ne faut pas les mettre dans n'importe quel sens. Si on fait U-L-N-E, ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment, les lettres ont un endroit précis pour former un mot précis. On ne les place pas sur le dos, on ne les place pas sur la tête. L'illustration, il faut les mettre dans un sens précis. Et donc, sa maman lui explique que en mettant beaucoup de mots ensemble, on peut faire, quand on lit ces mots-là, on peut se faire une image dans notre tête. Alors, par exemple, elle lui dit, si on lit les mots l'oiseau est dans l'arbre, on peut penser à une image d'un oiseau perché dans un arbre. Mais ça pourrait être aussi un oiseau comme ça, perché dans un arbre. Et plus on met de mots, donc plus on met de lettres, plus notre image dans notre tête peut être précise. Et là, c'est très drôle parce que la maman dit, ben, des fois, c'est pas important l'oiseau exact. Est-ce qu'il est gris, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est jaune? Mais des fois, quand on veut préciser, là, on met le mot, on va dire l'oiseau rouge est dans l'arbre qui avait perdu ses feuilles. Là, tout de suite, on voit un cardinal dans un arbre à la sortie de l'année, par exemple. Mais là, ce qui est drôle, c'est que la maman dit à la petite fille, ferme les yeux, imagine ce qui correspond au mot que je vais te dire. Le grand oiseau noir au bec jaune vole haut dans le ciel bleu. Alors nous, dans notre tête, on a une image, mais là, la petite, elle s'amuse à avoir une image complètement différente de ce que sa mère lui a dit. Le ciel n'est pas bleu, il est gris, l'oiseau n'est pas jaune, il est rouge, etc. Donc, elle s'amuse avec ça. Puis, à la fin, il y a une image et ça me demande, toi, quel mot tu pourrais utiliser pour décrire cette image-là. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, c'est un livre pour expliquer aux enfants. Puis, j'ai une bénévole qui avait même fait, elle avait imprimé les lettres du mot lune, en gros, comme ça, pour ensuite montrer aux enfants, si je mets U-L-N-E, ça fait ulne, donc pour illustrer ce qui est écrit dans le livre. Alors, c'est vraiment pour montrer aux enfants, voici à quoi ça sert. Pourquoi tu apprends les lettres? Tu es dans ta maternelle, là, puis on te montre le U, le N, le L, le P, etc. Ça sert à quoi? Mais ça sert à lire des livres, ça sert à pouvoir te raconter des histoires à toi-même. Donc, c'est vraiment,
c'est intéressant pour les enfants d'apprendre comme ça pourquoi ils apprennent à lire. Vous pouvez aussi, je m'excuse, je prends une gorgée d'eau. Vous pouvez aussi utiliser, ça c'est intéressant, donc ce type de livre-là, dans les premières rencontres avec les enfants, pour leur dire pourquoi vous êtes là, puis pourquoi ils apprennent à lire, puis pourquoi vous venez leur raconter des histoires, pour leur donner le goût, eux autres aussi, de savoir lire. Vous pouvez ensuite leur parler des pages de garde. Vous savez ce que c'est les pages de garde? Dans un livre, les pages de garde, là, c'est quand on ouvre la couverture, les, les deux premières pages, celle qui est collée sur la couverture et c'est la suivante. Ça, ici, ce sont les pages de garde du livre Manteau au chaud d'André Poulain, qui raconte l'histoire de j'ai dit manteau, Manchot au chaud d'André Poulain. C'est l'histoire de Manchot qui avait été victime d'une marée noire. Et un petit garçon avait décidé de tricoter des manteaux parce qu'il fallait laver les manchots, mais en les lavant, ils perdaient l'imperméabilité de leurs plumes, puis c'était dangereux qu'ils aient froid. Donc, il s'est mis à tricoter des petits manteaux en laine pour les manchots et tous les gens de la petite ville ou du village pas loin ont fait la même chose. Et donc, les petits manchots ont pu... Et c'est une histoire vraie. André Poulain s'est inspiré d'un fait divers. Elle le raconte à la fin. D'ailleurs, on voit, vous voyez, un vrai petit manchot avec un petit manteau de laine. Donc, elle s'est inspirée de ça pour raconter son histoire. Ça s'est passé en Nouvelle-Zélande. Et donc, sur les pages de garde de les premières pages de garde, on a les petits manchots en habit de manchot, donc pas de lettres. Et sur les dernières, on a tous les petits manchots avec des petits manteaux de laine. Alors, ça peut être amusant de montrer aux enfants quand on ouvre le livre. Ah ben, je pense qu'il va y avoir des manchots. C'est quoi des manchots? Où ça lit, ça, des manchots? Tu sais, on peut s'amuser avec ces pages-là. C'est pas tous les livres dont les pages de garde ont des illustrations particulières ou des fois, il y a vraiment rien. Mais il y en a qui sont vraiment, vraiment beaux. La semaine dernière, je vous ai parlé de mon livre préféré dans l'univers, Charles à l'école des dragons. Ben, regardez l'illustration des pages de garde. C'est pas magnifique, ça? Il y a tellement de détails là-dedans, là. Je ne sais pas combien il y a de dragons dans ça, j'ai jamais essayé de les compter, mais il y en a plusieurs. L'illustrateur de ce livre-là, vraiment, manquait pas d'imagination. Ils sont absolument magnifiques. Puis à la fin, c'est la même illustration. C'est la même. C'est pas comme dans Manchot au chaud, là, où c'est différent, c'est vraiment la même. Et André Poulain aime beaucoup jouer avec les pages de garde de ses livres. Et même des fois, comme par exemple dans Une cachette pour les bobettes, elle nous donne une partie de l'histoire est inscrite dans les pages de garde. Par exemple, cette histoire-là, Une cachette pour les bobettes, c'est une histoire qui est racontée par 4 enfants ou 4 personnes qui vont vivre le même événement, mais qui vont raconter leur point de vue de cet événement-là. Alors, ça commence comme ça commence dans les pages de garde. C'est un petit garçon, le matin, qui fait sa toilette, il est chez lui, il est en train de se brosser les dents. Donc, on voit qu'il a mis des petites bobettes, vous les voyez, ils sont vertes. Alors, il a mis des petites bobettes vertes, puis on voit un petit dinosaure sur la toilette. Donc, on peut deviner que c'est un petit garçon qui aime beaucoup les dinosaures. Et ensuite, on apprend que quand l'histoire commence, donc c'est Jacob qui raconte l'histoire, et là, il arrive à l'école et il se rend compte qu'il y a une paire de bobettes. Vous savez, avec la sécheuse, l'électricité statique, il y a une paire de bobettes qui est restée accrochée sur son pantalon. Et là, quand il voit ça, il dit: Ah non, là, je vais faire rire de moi avec ce que je vais faire avec ces bobettes-là. Et donc, là, il cache les bobettes. Il les cache sous un banc dans le vestiaire. Et bon, il va arriver toutes sortes d'histoires avec les bobettes. Et à la fin, les bobettes vont se retrouver au bon endroit. Ça finit bien, mais on ne sait pas comment. On ne sait pas qui a mis les bobettes dans le sac d'école de Jacob, parce que c'est là qu'elles devaient être. Parce que les bobettes vont se promener, ils vont se faire lancer dans la récréation, etc. Parce qu'il y a un tannant dans la classe qui va les trouver, etc. Les bobettes vont se promener pas mal. Mais à la fin, elles vont se retrouver chez lui, dans son sac d'école, correctement, là où elles doivent être. Mais on ne sait pas comment. Sauf que quand on arrive aux pages de garde de la fin, on voit l'enseignante qui met les bobettes. Puis c'est des bobettes avec des dinosaures, puis elle sait que Jacob aime beaucoup les dinosaures. Donc, elle les met dans le sac d'école de Jacob. Alors, on a la clé du mystère dans les pages de garde de la fin. Et ça, André Poulain, elle aime beaucoup faire ça avec ses livres. Elle le fait régulièrement, de donner
demander de réactiver le son. Est-ce que Carole B, vous demandez de réactiver le son? Je ne sais pas ce que vous voulez exactement. Si vous avez une question à poser, posez-la parce que je ne sais pas exactement ce que vous voulez. Non, non, j'ai rien touché. Je comprends pas ce qui s'est Ah, passé. Mon c'est téléphone bon. est bien tranquille, puis ça a décidé d'activer ça. Excusez-moi. Je Ben, c'est referme pas mon grave. Il n'y a micro. aucun problème. Aucun problème. Aucun D'accord, problème. merci. Il n'y a aucun problème. Donc, ça vous montre qu'est-ce que c'est les pages de garde. Puis on peut expliquer aux enfants ça s'appelle, peut-être pas à 3 ans, là, mais un peu plus vieux, ça s'appelle les pages de garde. Puis des fois, il y a une partie de l'histoire qui est racontée. Donc, on se sert de l'histoire, on se sert du livre pour expliquer quelque chose. Comme par exemple, on peut se servir de livre pour expliquer le parcours d'un livre. Ça vient d'où un livre? Ben, c'est d'abord quelqu'un qui a eu une idée d'histoire et qui a écrit cette histoire-là et qui ensuite est allé la porter à un éditeur qui, lui, a fait appel à un illustrateur pour mettre des images sur l'histoire. En général, là, dans les livres pour enfants, il y a des illustrations. Donc, qui a fait appel à un illustrateur. Et ensuite, qui est allé voir, ben, quand l'édition était finie, qui est allé voir un imprimeur. Et ensuite, qui est allé voir un distributeur. Et tout ça, c'est raconté dans ce livre-là, le livre du loup. Alors, c'est un loup qui est en train de lire une histoire et qui l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, il s'en va voir le libraire et dit au libraire, est-ce que c'est vous qui avez fait ce livre? Non, dis-moi, je suis la librairie. Le livre, je le conseille, je le vends. Puis là, le loup dit, ben, il vient d'où d'abord? Ben alors, le libraire, qui est une poule, dit, il vient du distributeur. Bon, alors, ils s'en vont chez le distributeur. Donc, ils arrivent chez le distributeur. C'est vous qui avez fait ce livre? Ah non, moi, le livre, je les livre, hein, mais je sais pas moi qui l'ai fait. D'où il vient d'abord? De l'imprimerie. J'avais oublié l'imprimerie. Alors, ils s'en vont à l'imprimerie. Le loup, la poule libraire et le lapin distributeur s'en vont à l'imprimerie. Donc, on voit, ils s'en vont vers l'imprimerie. Et là, quand ils arrivent à l'imprimerie, même question, c'est vous qui avez fait ce livre? Ah non, nous sommes les imprimeurs, mais nous n'avons pas inventé l'histoire. C'est la maison d'édition qui nous l'a envoyé. C'est les trois petits cochons qui sont les distributeurs, les imprimeurs, pardon. Et donc, ils s'en vont à la maison d'édition. Et là, ils commencent à être assez nombreux, là, à se déplacer, le loup et sa suite. Et là, quand ils arrivent chez l'éditeur dit, ah non, moi j'aide les auteurs à améliorer les histoires, mais c'est pas moi qui les écris. Donc, il fait venir l'auteur. Alors, ils font venir l'auteur et l'illustrateur. Et, euh, et c'est drôle parce que les personnages ont les noms de l'auteur et de l'illustrateur, Jean Leroy et Sylvain Diaz. Et là, le loup demande, c'est vous qui avez inventé cette histoire? Oui, moi je suis l'écrivain, puis moi je l'ai illustré, oui, oui. Oui. Puis là, ils disent, ben, pourquoi vous voulez savoir ça? Est-ce que notre livre vous a pas plu? Puis il dit, non, je l'ai dévoré. Puis là, tout le monde a peur. Maintenant, les cochons, la poule, ils ont peur que le loup veuille les manger. Puis il dit, d'ailleurs, en parlant de dévorer, votre histoire m'a ouvert l'appétit. Alors, naturellement, les autres se sauvent. Et finalement, le loup sort une pomme et dit, ben quoi, vous aimez pas les pommes? Donc ça permet, ce livre-là, d'expliquer aux enfants tout le parcours avant qu'un livre arrive dans leur bibliothèque d'école, par exemple, ou à la bibliothèque municipale. Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis les enfants, des fois, disent, mais tu sais, quand je leur avais présenté un livre avec les illustrations étaient faites par collage, mais ils disaient, oui, mais on les touche pas, le collage. Puis là, je leur disais, ben non, parce que ça a été imprimé, tu sais, avec une imprimante comme des imprimantes qu'on a à l'école. Donc, on a fait des photocopies. Ah, ouais, OK. Tu vois qu'ils ont des questions comme ça, puis ça leur permet de comprendre comment ça se passe, puis ce qui se passe dans le fond, et comment le livre arrive jusqu'à eux, puis avec des enfants qui ont, si vous lisez à des enfants qui ont en haut de 7 ans, je dirais, là, ça peut être intéressant de leur présenter comme ça, comment le livre naît et comment il arrive jusqu'à eux. Alors, à travers ça, c'est très, 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 très important que vous animiez vos lectures. Parce que si vous voulez être intéressant, puis que vous lisez comme ça, ben ça va être plate. Ça va être plate pour tout le monde. Alors,
n'hésitez pas à prendre des voix, à faire la méchante sorcière, ou le gros ours, ou la petite souris. Vous n'êtes pas Guylaine Tremblay ou je sais pas quel acteur, c'est sûr. Mais vous pouvez quand même faire un effort pour essayer de faire des voix. Je vous ai présenté la semaine dernière le livre du loup, pas du loup, mais de l'ours qui avait perdu ses bobettes, là, sa petite culotte. Et il y a un gros ours puis une petite souris. Mais c'est facile, là. Le gros ours, la petite souris. Puis si vous vous trompez, là, puis que vous faites la voix du gros ours quand c'est la petite souris, pas trop grave. Il y a personne qui... Ben, peut-être que les enfants vont vous reprendre, mais c'est pas dramatique. Il y a personne qui va vous dire à la fin, non, 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 t'as pas lu comme il faut. Mais non, vous faites un effort pour animer. Puis aussi, faites un effort, ou si ça vous demande un effort, pour faire participer les enfants. Posez-leur des questions à propos de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Faites des pauses. Quand il y a un moment dramatique, là, vous pouvez faire une pause. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Est-ce que tu penses qu'il va le manger? Est-ce que tu penses que, tu sais, des choses comme ça qui font en sorte que les enfants vont participer à l'histoire et que ça les amène à créer, à inventer. Et c'est drôle parce que j'ai commencé à faire un sondage auprès des enseignantes pour savoir qu'est-ce qu'elles constataient que lire et faire lire apportait à leurs élèves. Et une des réponses que j'avais vraiment pas prévues, c'était ça. C'était plus de créativité quand il est temps d'inventer des histoires. Parce que plus on lit d'histoires à des enfants, plus on développe leur imaginaire. C'est vrai, quand on y pense, c'est tout à fait juste. Plus on leur en lit, plus on développe leur imaginaire. Donc, plus ensuite, ils ont de morceaux dans leur tête, hein, pour créer eux-mêmes leurs histoires. Ça se peut qu'au début, ils reprennent une histoire exactement comme celle qu'on leur a lue. Exactement. Mais à un moment donné, comme ils vont avoir entendu plein d'histoires différentes, ben, ils vont comprendre, ils vont saisir qu'on peut inventer des choses, tu sais, puis que peut-être que le petit cochon, il est parti sur la Lune, puis peut-être que... Puis là, ils vont inventer des choses qui vont peut-être avoir aucun sens, mais c'est leur créativité, leur imaginaire qu'on allume. On est comme une bougie d'allumage pour leur imaginaire, et ça, c'est extrêmement précieux. Donc, posez-leur des questions, posez-en pas trop, parce qu'à ce moment-là, la lecture va être très, très entrecoupée, puis on risque de perdre le fil. Mais on peut demander, toi, est-ce que tu aurais peur s'il arrivait ça? Ou penses-tu que ça existe pour vrai? Tu sais, des choses comme ça. Des fois, pour dédramatiser aussi, s'il y a quelque chose d'un peu qui se passe dans le livre qui est un peu difficile ou qui fait un peu peur, ben on peut dire ça n'existe pas pour vrai, là, les fantômes, mais c'est une histoire. Donc, on peut faire des pauses comme ça, puis on peut poser des questions aux enfants. Écoutez-les. Souvent, les enfants, on les écoute pas. Et il y a des milieux où vraiment c'est ferme-toi. Tu sais, je te donne un téléphone, je te donne une tablette, mais je veux pas t'entendre. Fait que il y a des enfants qui sont pas habitués à s'exprimer. Et on le voit, c'est fascinant. Si on leur demande, par exemple, justement avec le livre là, de l'ours qui a perdu ses petites culottes, et vous vous souvenez peut-être, la semaine passée, on voyait dans ce livre-là une petite culotte qui avait, mettons, des papillons, voyons, des fleurs dessus, puis il fallait deviner, et elle était toute petite comme ça, il fallait deviner c'était quel animal qui pouvait porter cette petite culotte-là. Puis là, on s'amuse à faire deviner aux enfants, toi, tu penses que c'est les petites culottes. C'est pas les culottes de l'ours, sont bien trop petites. Alors, tu penses que c'est à quel animal? Puis tu vois qu'il y a des enfants, là, ils vont répondre la même chose que leurs voisins à chaque fois. Ils n'ont aucune capacité d'imaginer par eux-mêmes. Puis, il y a des enfants, tu leur poses une question, là, ils ont de la misère à répondre. Parce qu'ils sont tellement pas habitués à ce qu'on leur pose des questions, puis à répondre, puis ils ont peur de se tromper aussi. Et là, il faut qu'ils comprennent que c'est pas grave. Si tu as dit je sais pas moi, le cheval, puis que c'est le zèbre, là, c'est pas grave. Tu sais, il faut que les enfants apprennent à libérer leurs paroles. Il faut qu'ils apprennent que c'est correct si c'est pas la bonne réponse, mais on s'amuse. C'est la petite culotte, c'était le papillon, puis toi t'as dit une mouche ou un maringouin ou un oiseau, mais c'est correct. T'as essayé, t'as donné une réponse, puis c'est déjà bon. Donc les écouter et respecter le rythme de chaque enfant. Et ça, c'est surtout important
quand on arrive avec des enfants qui savent lire, parce que c'est lire et faire lire, puis souvent on veut les faire lire devant nous. En fait, ça devrait s'appeler lire et faire aimer les livres, là, mais ça fait un peu long comme titre d'association ou de programme. Et quand ils sont en deuxième, troisième, quatrième année et plus, là, ils veulent lire, ils savent lire, puis ils veulent nous montrer qu'ils savent lire. Mais disons qu'on a trois enfants devant nous, puis qu'il y en a deux qui savent assez bien lire là, pour leur âge, là, c'est assez fluide, puis qu'il y en a un où c'est très lent, très difficile. Puis que là, on dit, OK, vous allez lire chacun un paragraphe dans l'histoire, ou chacun une page dans l'album. Puis les deux premiers, là, ça va bien, on les aide un peu, ils se trompent un peu, mais ça va bien. Puis que le troisième, là, c'est long, long, vous comprenez, là? C'est à ce moment-là, ce qui est difficile, c'est qu'on met cet enfant-là dans une situation d'échec. Il sait qu'il est moins bon que les autres. Il s'en rend compte. Et ça, c'est la chose à faire si on veut le décourager de lire. Donc, moi, ce que je ferais dans un cas comme ça, si je me rendais compte de ça, ou si l'enseignante m'avait avisé d'avance que cet enfant-là a des problèmes d'élocution ou des problèmes de dyslexie, etc., puis que donc la lecture pour lui, c'est difficile, ben, j'éviterais de mettre cet enfant-là en situation d'échec en lui montrant comment les autres sont meilleurs que lui. Et j'apporterais des livres qui sont assez complexes pour que ce soit moi qui les lise et pas les amis qui les lisent. Même une page. Des fois, peut-être un mot ou quelque chose de vraiment simple, mais pour éviter que cet enfant-là se compare avec les autres désavantageusement et qu'il se trouve pas bon, j'éviterais de faire de la lecture aux enfants. Par contre, si vous avez devant vous des enfants qui lisent de façon assez fluide, assez égale, ben là, rien ne vous empêche de leur faire lire peut-être une page d'un album ou un paragraphe ou quelque chose comme ça. Chacun, ça, vous pouvez le faire. C'est tout à fait permis. L'idée, c'est de leur faire aimer les livres et la lecture. C'est pas de les faire lire devant vous, mais de leur faire aimer les livres. Et si ça passe par les faire lire à haute voix eux aussi, pourquoi pas, c'est tout à fait permis. Mais faire attention pour pas créer là, tu sais, qu'il n'y ait pas d'enfants qui se sentent vraiment en situation d'échec et que ça devienne une torture plutôt qu'un plaisir. Une fois que vous avez terminé un livre, un album, peu importe, c'est une bonne idée de demander aux enfants si l'histoire leur a plu, quelle a été peut-être leur page préférée, des fois leur illustration préférée aussi, le moment dans l'histoire qu'ils ont préféré, leur demander est-ce que ça se peut, un lion qui parle, est-ce que ça existe dans la vraie vie, les ogres ou les fantômes, leur demander qu'est-ce que tu aurais fait toi dans la même situation, est-ce que tu aurais couru dans la forêt comme la petite fille a fait, ou est-ce que tu serais resté chez toi puis tu te serais caché, tu sais, leur poser des questions pour les mettre un peu dans la même situation, encore là, développer leur imaginaire, qu'est-ce qu'ils auraient fait, leur créativité. Donc, on les met dans une situation pour leur dire, toi, t'aurais fait quoi? Donc, on les incite à développer donc leur imaginaire. Est-ce que tu aurais aimé ça que ça t'arrive? Une pluie de bonbons. C'est sûr que j'aimerais ça, moi, que ça m'arrive, une pluie de bonbons. Mais est-ce que j'aimerais ça manger des bonbons tout le temps? Non, peut-être qu'à un moment donné, j'aurais mal au cœur. Ben, tu sais, des choses comme ça, les faire jaser là-dessus. Est-ce qu'ils avaient prévu la fin? Est-ce que la fin les a surpris? Est-ce qu'ils ont aimé la fin? Est-ce qu'ils auraient voulu que la fin soit autrement? Comment ils auraient imaginé la fin? Encore là, développer leur créativité, leur imaginaire. Est-ce que tu as tellement. Si ont beaucoup aimé un livre, est-ce que vous aimeriez que je vous apporte un livre du même auteur? Est-ce que un livre du même illustrateur? Je pense, on a parlé des Robert Munsch la semaine passée. Il y en a, il doit y en avoir une cinquantaine au moins. Ben, vous pourriez très bien en apporter un du même auteur et ou du même illustrateur, un Élise Gravel, un Marianne Dubuc, etc. Donc, vous pourriez très bien. Et parfois, c'est les enfants qui vont à la bibliothèque. Moi, j'ai vu un enfant qui vient vers moi. Regarde, madame, j'ai trouvé un livre du même auteur ou tu sais, un livre pareil comme celui que tu nous avais lu, parce qu'il avait trouvé la même combinaison d'auteurs-illustrateurs. Donc, c'était, en effet, tu sais, si c'est Robert Munsch et Michael Marchenko, ben c'est facile, ils vont reconnaître le style, ou un Elise Gravel, ils vont reconnaître le style, c'est clair, parce que c'est des styles très distinctifs, donc ils vont les reconnaître. Amusez-vous avec les livres. C'est très important de ne jamais oublier
que les enfants vont pas vous comparer avec les autres bénévoles. Donc, ils vont pas dire que Madame une telle est moins bonne que Madame Monsieur un tel ou meilleure que... Et ils vont pas non plus... Il n'y a pas de médaille là, pour le meilleur lecteur, la meilleure lectrice. Il n'y a pas de concours pour savoir qui va avoir lu le plus de livres. Vous pourriez très bien, en une séance, lire un seul livre si ce livre-là vous occupe vraiment et occupe l'imaginaire, le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous pourriez en lire trois aussi si c'est des livres plus courts ou qui intéressent moins les enfants ou qu'il y a moins de choses à dire sur ces livres-là. Il n'y a pas de concours, là, ni pour le plus de livres, ni pour le moins de livres. Vous pourriez prendre un livre que vous allez lire sur plusieurs séances et faire, tu sais, avec des enfants plus vieux, par exemple, un livre peut-être qui a moins d'images, mais que vous allez lire un chapitre par séance, puis que ça va occuper toute la session de lecture, ou faire différemment. Oui, Estelle? Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, moi, je n'ai pas commencé encore. J'essaie de me faire une équipe. Une séance, est-ce que c'est tout le temps à la discrétion du professeur ou on commence par dire, regarde, moi, j'aurais 1 heure ou ça dure combien longtemps en général pour tout le monde? En général, ce qu'on suggère, c'est les 4-5 ans, puis c'est autour de 30 minutes en tout, donc le temps de s'installer, de repartir. En première, deuxième, troisième année, ça peut être 45 minutes, mais c'est rare que les professeurs ont plus de temps que ça à nous consacrer de toute façon. Puis avec les tout petits, ben là, ça peut être 20 minutes. Là. Si vous les avez des enfants de 2 ans, là, ça sera pas plus que 15 minutes, certains, là. Donc, c'est vraiment variable selon l'âge des enfants. Mais on va pouvoir en parler. Estelle, justement, je voulais vous appeler. Donc, je vais vous appeler la semaine prochaine, puis on pourra parler de ça, d'accord? Oui, parfait, merci beaucoup. Bien, à bientôt. Si les enfants vous demandent d'où tu as pris ça, ce livre-là, madame, vous pouvez leur parler de la bibliothèque. On suggère, on dit des fois, ça va les inciter à y aller. Ben, tu sais, quand ils ont 5 ans, c'est pas eux qui vont y aller, là. Mais, par contre, j'ai une histoire, une super belle histoire à Mont-Tremblant. Une petite fille qui est tombée en amour avec un livre qu'une bénévole avait apporté. Vraiment, là, elle aurait voulu le lire encore et encore et encore et encore. Et la bénévole lui a dit, ben écoute, ma chérie, ce livre-là, je l'ai pris à la bibliothèque municipale. Est-ce que tu sais ce que c'est une bibliothèque? C'est un endroit où tu peux aller chercher des livres et ça coûte 0 sous, ça coûte pas d'argent. Fait que moi, là, le livre, là, dès que je vais partir d'ici, je vais le rapporter à la bibliothèque. Puis tu pourrais aller à la bibliothèque avec ta maman ou ton papa et aller chercher le livre. Et la séance suivante, quand la bénévole est arrivée, la petite est venue lui montrer, elle était allée à la bibliothèque pour la première fois avec sa maman et elle avait emprunté le livre. Donc, des fois, le message va se rendre, puis ça peut permettre à un enfant de commencer à fréquenter une bibliothèque. Alors, ça vaut la peine, ça vaut toujours la peine d'en parler. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce que ça peut donner. À un moment donné, mettons qu'on dit que la séance dure 30 minutes, puis là, on voit ou 45 minutes, puis on voit qu'on est rendu à 40 minutes, puis on dit, oh, j'ai pas le temps de commencer un autre livre, mais il me reste 5 minutes pour les occuper, puis là, on fera pas de la danse en ligne, là, parce qu'on est là pour lire et faire lire. On va faire quoi? Ben, il y a des livres qui sont particulièrement appropriés pour terminer les séances de lecture. Bien sûr, il y a les fameux cherche et trouve. Vous savez, les cherche et trouve, c'est un livre dans lequel, c'est comme Où est Charlie, là. C'est un livre, bon, il y a une image, puis là, il y a des petites vignettes, puis il faut essayer de retrouver ça dans le bas. C'est très bien. Le seul problème, c'est que souvent, quand on sort un livre comme ça, les enfants, après ça, ils veulent juste ça. Parce que c'est plus un jeu qu'un... C'est un livre, mais c'est plus un livre-jeu. Puis souvent, les enfants, dès le début de la séance d'ensuite, ils vont dire, ah, tu vas chercher trouve, va chercher trouve. Donc, il y a un petit danger à ça. Moi, j'aime bien d'autres types de livres. Comme par exemple, avec les enfants un peu plus vieux, National Geographic fait cette série-là, Bizarre mais vrai. Celui-là, c'est sur les animaux. Et à chaque page, il y a des informations bizarres mais vraies sur le sujet en question. Comme là, pour sensibiliser les gens à la pollution, un artiste portugais crée des sculptures d'animaux avec des déchets. Ben oui, c'est vrai, quand tu regardes comme il faut, c'est comme un gros lézard qui a été créé, mais avec des déchets. Ou bien ici, tiens, après avoir attrapé un poisson, le balbuzeur pêcheur le transporte tête en avant pour atténuer sa résistance au vent pendant le vol. My God, c'est incroyable. Donc ça, là, tu peux lire une page, 2 pages, 3 pages. Bon, lorsque la nourriture se fait rare, l'iguane marin peut se rétrécir. Il reprend sa taille originale quand la nourriture redevient abondante. C'est fascinant, absolument fascinant. Fait que ça,
il n'y a pas de limite, là. Tu lis une page, puis des fois, sur une page, il y a plusieurs informations, tu sais, comme ici. Des fois, il y a seulement une information sur cette page-là. Et il n'y a rien. Tu peux dire aux enfants, on peut dire aux enfants, bon, ben, tu prends, t'ouvres, puis on va lire ce qu'il y a sur la page que tu as choisie, puis ensuite sur la page que tu as choisie, puis ensuite la suivante. Donc, ça, là, on n'est pas obligé de lire le livre du début à la fin, on n'aurait pas le temps de toute façon, mais c'est parfait pour terminer les séances. Un autre type de livre, encore National Geographic, ils font une série qui s'appelle Mon grand livre 2. Celui-là, c'est sur l'espace. Donc, on peut faire une planète à la fois. Là, c'est Mars. Il n'y a pas trop d'informations, mais en même temps, il y en a assez. Et on peut lire une planète à la fois, puis ensuite, on arrête, puis on lit la planète suivante la fois d'après. Puis même chose, ils en ont par exemple sur l'océan, sur les chiens, sur toutes sortes de sujets. Même chose avec un livre comme celui-là, Mon très grand animalier du Québec, où on peut lire, puis ça, il y en a du Québec, il y en a de la savane, etc. On pourrait très bien lire, regarder un animal, puis on n'est pas obligé de lire toutes les informations qu'il y a là. Puis ensuite, la fois d'après, on peut piger au hasard ou bien aller lire une page après l'autre. Et ça, c'est le genre de livre. Moi, je dis toujours à mes bénévoles, ça, c'est le genre de livre, là, vous devriez vous en acheter un. Puis peut-être un pour les plus petits, puis un pour les plus grands, puis l'avoir tout le temps dans votre sac. Parce qu'il peut vous servir n'importe quand. Il peut vous servir pour les fins de séance, mais il peut aussi vous servir à un moment donné, là, quand vous sentez que les livres que vous avez apportés, ça marche plus ou moins pour une raison ou pour une autre. Ben, vous pouvez toujours sortir ce livre-là, puis dire, bon, ben, est-ce qu'on regarde notre livre d'animaux? Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui? Les poissons, les oiseaux? Ah, tiens, on va prendre, tiens, les batraciens. C'est quoi les batraciens? C'est quoi ça? Fait que là, vous pouvez sortir ce livre-là, puis vous serez jamais, jamais, jamais mal pris avec un livre comme ça. Parlons de... Ah oui, puis à la fin aussi, vous pouvez aussi offrir aux enfants, mettons qu'il reste 5 minutes, vous pouvez aussi offrir aux enfants, ben, si tu veux, si vous voulez, je vous prête chacun un des livres que j'ai lus, disons que j'en avais 3, puis vous pouvez les regarder par vous-même pendant les 5 minutes qui restent. Puis s'il y en a un, ou bien est-ce qu'il y a un livre que vous voudriez qu'on relise si c'est un livre court? Ou, tu sais, faut doser là, selon l'âge des enfants, selon le temps qui reste, vous allez vous ajuster, vous allez voir. La discipline. C'est toujours la personne qui est responsable des enfants, l'enseignante, l'animatrice, l'éducatrice, peu importe où vous êtes, qui est responsable ultimement de la discipline. Mais c'est sûr qu'il faut que vous instauriez des règles. Si vous laissez faire n'importe quoi, il y a des chances qu'ils fassent n'importe quoi. Fait que si vous les laissez grimper sa table, ils vont grimper sa table. Il y en a un qui va l'essayer, puis après ça un autre, puis etc. Puis vous allez perdre le contrôle. C'est qu'il faut que vous ayez des règles claires, peu de règles, mais des règles claires. Et il faut aussi que vous essayiez de les faire respecter. Si ça ne fonctionne pas, si un enfant il n'y a rien à faire. Vous avez tout essayé, mais il est all over the place. Là. Ben, on demande toujours à l'enseignante, l'éducatrice qui est responsable, de toujours se promener pour voir les petits groupes, de voir comment ça se passe. Et si cette journée-là, le petit Victor, ça ne marche pas, il y a peut-être eu une mauvaise journée, une mauvaise soirée chez lui la veille, il n'a pas dormi, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça ne marche pas, ben vous demandez à l'enseignante ou à l'éducatrice, ou peu importe, de le reprendre avec elle et de repartir avec elle. Et il faut qu'il sache que quand il va faire comme il faut, il va pouvoir revenir. Normalement, lire et faire lire, tous les enfants sont admis. Dans une classe ou dans un groupe, on admet tous les enfants, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'endurer tout. On peut très bien dire, ben là, ça ne marche pas. Là, ils se chicanent tout le temps avec l'autre, ils sont toujours en train de se picosser, etc. Donc, on te retire. Et des fois, l'enseignante ou l'éducatrice va avoir fait un petit groupe, elle va avoir mis 2 enfants ensemble en pensant que ça fonctionnerait bien, que la chimie serait bonne, mais ce n'est pas le cas. Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à dire Victor et Émilie ensemble, c'est l'eau et le feu, ça ne marche pas, ils sont toujours en train de se picosser. Donc, est-ce qu'on peut peut-être le changer de groupe, refaire les petits groupes? Il ne faut pas hésiter. Parce que l'important, c'est que vous ayez le goût de revenir. Si c'est tellement désagréable que vous n'avez pas le goût de revenir, ben personne n'est gagnant dans ça. Oui, Lise?
Si on est dans une salle fermée avec les enfants, puis on a à justement communiquer avec le professeur, c'est quoi le moyen? Parce qu'il faut pas Ouais, qu'il... on en parle dans 2 minutes, OK? OK, merci. Donc, si le courant passe pas avec un enfant, là, que ça fonctionne pas avec un enfant, n'hésitez pas à demander à ce qu'il soit changé. Des fois, c'est juste parce que il y a un enfant, là, sa face ne revient pas, on n'est pas capable, là, tu sais, son attitude, mais avec quelqu'un d'autre, ça va peut-être très bien fonctionner. Ou bien, vous pouvez vous dire, ben, il est difficile, mais il va être difficile avec tout le monde, puis je l'ai 40 minutes, 45 minutes par semaine, garde, je suis capable d'endurer. Mais il faut pas que vous vous rendiez la vie impossible à vous. Ça, c'est hyper important. Vous avez dû recevoir le guide des bénévoles. Dans le guide des bénévoles, il y a des règles de conduite. Puis justement, ça va revenir un peu à ce que Lise demandait. Ces règles de conduite-là, si vous voulez, on va passer à travers. Vous ne les avez pas sous les yeux, mais moi, je les ai. Et c'est très important qu'elles soient toujours respectées. Alors, par exemple, vous vous êtes soumis à une vérification de vos antécédents judiciaires. Il faut accepter de le refaire quand c'est demandé. Je vous ai dit la semaine passée, dans les écoles, maintenant, on demande à ce que ce soit fait. Le gouvernement demande à ce que ce soit fait à chaque année. Moi, tant qu'on ne m'a pas demandé de le refaire, je continue à le faire aux 3 ans, mais je sais que les écoles pourraient très bien exiger que je le refasse à chaque année et je n'aurai pas le choix. Je vais devoir le refaire à chaque année. Donc, vous n'aurez pas le choix que de remplir à nouveau le formulaire à chaque année. Euh, Parler à une personne en autorité si un enfant vous fait une confidence en lien avec une situation vécue à l'école ou à la maison qui suscite des craintes pour sa santé ou sa sécurité. Mettons l'enfant, là, ils vont être 4 enfants, 2, 3, 4 enfants avec vous. Puis là, l'enfant, mettons qu'il devient, il se sent tellement en confiance avec vous qu'il vous dit que son papa l'a battu la veille. OK? Vous ne pouvez pas juste garder ça pour vous. Il faut que vous parliez à quelqu'un, il faut que vous le disiez à quelqu'un. Alors, à l'enseignante, peut-être pas au moment où la rencontre se fait, là, la séance se fait parce qu'elle est occupée, mais il faut que vous communiquiez à l'école. Et vous pouvez en parler à votre coordonnatrice, vous communiquer à l'école après, mais il faut que ça soit dit, ces choses-là. Vous devez vous abstenir de faire toute autre activité qui ne tourne pas autour des livres. Par exemple, du bricolage, de l'aide aux leçons, aux devoirs. Vous n'êtes pas là pour faire de l'aide aux leçons. Vous n'êtes pas là pour montrer aux enfants à lire. Du dessin, des jeux éducatifs, du yoga, de la danse, et tout ça, ce sont des cas vécus. Alors, il y a des gens, des fois, qui disent ah, c'est trop compliqué, là, leur lire des livres, les enfants n'aiment pas ça, je vais leur faire du bricolage. Ben, c'est parce que c'est lire et faire lire. Là. Si vous voulez faire du bricolage avec les enfants, faites autre chose, allez ailleurs. On n'est pas là pour ça. Ou bien leur faire faire. C'est sûr que c'est correct, entre 2 livres, de les faire lever, on lève les bras, on touche nos orteils, etc., pour qu'ils se délassent un peu, là. Oui, ça, c'est tout à fait correct. Mais c'est pas une séance de yoga qu'on fait. C'est une séance, ça tourne autour des livres. Il faut vraiment toujours que ça tourne autour des livres. Vous devez vous abstenir d'utiliser des appareils électroniques. Donc, c'est tentant parfois. Je vous donne un exemple. Une bénévole avait apporté un livre sur les requins. Superbe livre. Et c'était pas des photos, c'était des illustrations. Et dedans, ça parlait des requins, une sorte de requin qui s'appelle le requin lutin. Et les enfants disent ça n'existe pas, ça, des requins lutins, madame. Alors, elle a pris son téléphone et elle a fait une recherche et elle leur a montré. Mais qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les enfants, ils voulaient juste le téléphone après. Ah, oh, ben on va regarder telle autre affaire, telle autre affaire, telle autre affaire. Ah, le requin un tel, parce que là, il y avait toutes sortes de requins. Ils voulaient tous voir la photo du requin marteau, le requin, peu importe. Donc, ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse, c'est de dire, ben écoutez, je vais faire une recherche là, quand je vais retourner à ma maison, puis je vais vous apporter une photo la semaine prochaine, puis là, tu l'imprimes, t'imprimes quelque chose, parce que si la semaine d'après, tu arrives avec ton téléphone, ça va être la même chose. Ils vont vouloir voir le téléphone. Donc, tu arrives avec une feuille imprimée, tu dis, regardez, je vous avais dit, ça existe. Ou avec un livre où il y a des photos plutôt que des illustrations. Puis là, et oui, ça existe, le requin lutin, comme le requin marteau, ça existe, en effet. Mais il ne porte pas de petits chapeaux, comme sur l'illustration, il y avait un petit chapeau de lutin de Père Noël, là. Pas tout à fait, non. Veillez à ne pas être seul dans une pièce fermée avec un seul enfant. Disons que normalement, vous lisez à 2 ou 3 enfants, et que cette journée-là, là, il y a une gastro qui court dans l'école, puis vous arrivez à l'école, puis il y a juste un enfant qui est là. Puis vous, normalement, vous êtes dans le local de l'orthophoniste, puis vous fermez la porte pour complètement, là, mais à peu près. Bon, alors, ce qu'on vous suggère de faire dans un cas comme ça, c'est soit d'emprunter les enfants des enfants à un autre groupe
pour que le petit que vous avez ne soit pas tout seul, ou encore, simplement, cette journée-là, vous allez rester dans la classe pour lire avec cet enfant-là. Hein? C'est pas compliqué. Vous dites, bon, ben, c'est correct, il y a juste le petit Victor, pour prendre lui encore, qui est là aujourd'hui. Bon, ben, on va rester dans la classe, tout simplement. Puis vous vous installez là. Comme ça, c'est toujours une question de vous protéger. C'est protéger les enfants, mais vous protéger aussi. Pour qu'il n'y ait absolument pas de cas où un enfant va dire que vous avez eu un comportement incorrect avec lui. Donc, vous ne restez pas seul dans une pièce fermée avec un seul enfant. C'est sûr que si la porte est grande ouverte, que vous êtes à côté du secrétariat, là, il n'y a aucun danger. La porte est grande ouverte, il y a des gens qui passent, etc., c'est correct. Mais si c'est une pièce plus retirée, plus en retrait, vous ne restez pas tout seul avec un enfant. Et pour répondre à la question de Lise, si jamais vous avez besoin d'avoir recours à l'enseignante pour une raison quelconque, la façon de faire, c'est soit d'envoyer un enfant chercher l'enseignante, soit de partir avec votre groupe d'enfants pour aller dans la classe. Alors, ça dépend des circonstances. Mettons que, c'est jamais arrivé, là, mais mettons qu'il y a un enfant qui tombe, qui se met à saigner du nez, ou qui tombe en 5 cas, qui tombe évanoui. Bon. Et là, vous pouvez très bien envoyer un enfant. Les enfants, ils connaissent l'école. Vous pouvez très bien envoyer un enfant chercher l'enseignant. Ou bien, si le secrétariat est à côté, avertir la secrétaire. Mais c'est ce qui est le plus simple. Mais si ça fonctionne pas, il arrive quelque chose, là, les enfants se chicanent, etc., vous vous levez, vous partez avec votre petit groupe d'enfants, vous retournez dans la classe. Vous dites à l'enseignante, là, ça fonctionne pas. Alors, est-ce qu'elle va garder tous les enfants avec elle? Est-ce qu'elle va en retirer un selon les cas? Elle va faire ce qui est approprié. Mais vous ne laissez jamais les enfants seuls quelque part pour vous aller chercher de l'aide. Ça, jamais. Vous restez avec les enfants, vous envoyez un enfant ou vous partez avec votre groupe d'enfants. Est-ce que ça répond à votre question, Lise? Oui, merci. De rien. Ne jamais administrer les premiers soins ou des médicaments à un enfant. À moins que vous soyez secouriste, médecin ou je ne sais pas quoi, vous ne devriez pas faire ça, c'est pas de votre sort. OK? C'est sûr que si un enfant se met à saigner du nez, ben, si vous trouvez s'il y a des essuie-tout ou quelque chose, ben, vous pouvez les mettre proche de son nez pour éviter que le sang dégouline partout. Mais encore là, est-ce que vous savez, est-ce qu'il faut se mettre la tête comme ça? Moi, c'est ce qu'on disait quand j'étais petite. Puis il paraît que non, il paraît qu'il faut plutôt se pencher pour que ça coule, pour pas que ça fasse de cailloux et que ça tombe dans le gars. Bon, mais on ne sait pas toujours quoi faire exactement. Hein? Donc, on évite de poser des gestes qui pourraient nuire et on va plutôt chercher de l'aide. Ne jamais donner de cadeaux aux enfants, sauf ce qui est remis par Lire et Faire lire. Ce que Lire et Faire lire vous remet, ce sont des signets. On a encore, je pense, des autocollants. C'est possible qu'on n'en ait plus à l'avenir parce que les autocollants, une fois qu'on les a décollés de l'espèce d'enduit plastique sur lequel ils sont, les enfants, on les colle une place, puis ils vont rester là, puis généralement, ils vont les coller dans la minute où vous allez leur donner, sur n'importe quoi. Et le petit enduit plastifié là, qu'on met à la poubelle, c'est pas environnementalement, là, c'est pas très, très bon pour l'environnement, cette petite bébelle-là. Donc, on se concentre surtout sur les signets, d'autant que les signets, ça, c'est un vieux modèle, mais les nouveaux modèles, il y a un endroit où vous écrivez le nom de l'enfant, puis il y a un endroit où vous écrivez votre nom à vous, puis l'enfant peut le colorier, puis vous pouvez lui expliquer que c'est pour mettre dans son livre, pour garder la page dans le livre. Donc, c'est quelque chose qui peut rester d'une fois à l'autre. On a aussi des certificats qui ont été faits à la demande d'une antenne. En fait, il y a une antenne qui en avait, puis d'autres en ont demandé, puis on les a fait imprimer. On peut vous envoyer le modèle et vous pouvez les imprimer, sauf que si vous voulez les imprimer en couleur pour chacun des enfants, comme moi, je l'ai fait à l'automne, là, mais j'avais je ne sais plus combien d'enfants auxquels on lisait, et ça coûte cher. Fait que on pense plutôt faire des certificats qui pourraient être remis à la classe ou au groupe d'enfants de CPE. Et là, disons que c'est dans une classe, l'enseignante pourrait l'afficher pourrait le plastifier, le mettre sur le mur, puis le certificat dirait merci d'avoir accueilli les bénévoles de Lire et Faire lire, quelque chose comme ça, là.
Mais s'il y a des certificats, ben, vous signez votre nom, le nom de l'enfant, puis... Mais ça, c'est vos coordonnateurs qui vont les avoir et qui vont décider s'ils les impriment ou pas. Ça, c'est pour les cadeaux. Ne jamais mentionner un enfant sur les réseaux sociaux. C'est pas une bonne idée de dire que la petite Émilie, c'est une petite ou au contraire que la petite Émilie est donc extraordinaire, surtout avec son nom de famille. Et encore moins avec sa photo. On ne prend pas de photos des enfants. Pour prendre des photos des enfants, il faut avoir la permission des parents. Et là, je sais que j'ai reçu une question ce matin, je n'ai pas encore répondu de la part d'une coordonnatrice qui disait oui, mais des fois, c'est les enseignants qui prennent des photos. Si l'enseignante prend une photo, puis ça, souvent, ben, pas tout le temps, mais souvent, à la fin de la session de lecture, les enfants et l'enseignante vont vous donner un cadeau. Comme votre petit groupe va peut-être vous faire une petite carte ou j'en ai une ici. À l'automne, les enfants ont lu dans une classe et les enseignants ont écrit un message et les enfants ont signé leur nom. Pour chaque bénévole a reçu une carte comme ça à la fin. C'est vraiment superbe, c'est vraiment, vraiment mignon. Si, disons, là, l'enseignante avait pris une photo de la bénévole avec son petit groupe d'enfants et qu'elle l'avait collé là, ben, vous comprenez que c'est pas pour être diffusé, ça. Hein? C'est un cadeau personnel pour la bénévole, pour qu'elle garde avec elle, chez elle. C'est pas pour mettre sur les réseaux sociaux ou diffuser ailleurs. Et dans certains cas, les enfants, on a par exemple tourné des vidéos. Si vous allez sur le site lesreferlia.qc.ca, il y a des vidéos qui ont été tournées, dont une dans une école à Gatineau. Et il y a des enfants qui n'ont pas pu participer au tournage de cette vidéo-là parce que c'est des enfants qui étaient placés par la DPJ et il fallait absolument pas que un des parents, ou je ne sais pas lequel, ou les parents, puissent identifier l'endroit où leur enfant était. Donc, ces enfants-là n'ont pas pu participer au tournage. Alors, vous comprenez que si vous prenez une photo des enfants et que vous l'affichez et que par hasard, quelqu'un est capable d'identifier cet enfant-là et de savoir où cet enfant-là est, ben, ça ne serait pas vraiment une bonne idée. Donc, vous ne prenez aucune photo des enfants. Et, Madame Barrière, pouvez-vous fermer votre micro, s'il vous plaît? Et si jamais on vous remet une photo avec des enfants dessus, c'est pour vous, vous la gardez pour vous, chez vous, vous ne la diffusez nulle part. C'est clair? Et la dernière règle, ne jamais initier un geste d'affection envers un enfant sans lui demander préalablement la permission. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si un enfant vient vers vous pour vous faire un câlin, vous répondez à son câlin. OK? Si un enfant vous prend par la main, vous répondez, vous le prenez par la main. Si un enfant veut être collé sur vous, vous acceptez. Jamais sur vous, jamais assis sur vous, jamais, jamais, jamais. Mais proche, oui, pas de problème. Câlin, oui, pas de problème. Mais si vous avez le goût de faire un câlin à un enfant, je ne sais pas, vous trouvez qu'il a l'air triste ou peu importe, vous les aimez, c'est vos petits cocos, ils sont adorables, vous demandez, est-ce que je peux te faire un câlin? Est-ce que tu veux que je te prenne par la main? Vous demandez avant, parce qu'il y a des enfants qui ne veulent pas. Ma petite fille est élevée dans cette optique-là. Sa mère, ma fille, fait un doctorat sur le consentement expliqué aux enfants dès leur plus jeune âge. Alors, avant de faire un bisou à ma petite fille, je lui demande, est-ce que je peux te faire un bisou? Puis il y a des fois qu'elle me dit non. Ben, je dois accepter que c'est non. Quand elle ne veut pas faire de bisous à grand-maman, elle ne veut pas faire de bisous à grand-maman. Puis c'est correct, elle a le droit. Comme moi, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne vers moi puis m'embrasse comme ça, là, à brûle-pourpoint, là, sans que... Non, je ne veux pas ça. Ben, les enfants, c'est pareil. Puis il y a des enfants, par exemple, s'ils sont dans le spectre de l'autisme, il y a des enfants qui ne veulent pas se faire toucher. Il y a une enseignante qui me disait... Elle accueille tous les enfants de sa classe le matin avec un fist bump ou un high five ou quelque chose comme ça. Mais elle dit, il y a des enfants, c'est pouce en l'air, tu sais, parce qu'eux, ils n'aiment pas ça être touchés. Donc, il faut respecter ça. Alors, avant vous d'initier un contact physique avec un enfant, vous demandez la permission. Et une autre chose importante, ne jamais promettre à un enfant que vous allez revenir dans sa classe, dans son groupe, dans son école, dans sa garderie. Parce que vous ne savez pas ce qui peut se passer. Alors, vous avez peut-être
envie de retourner dans cette classe-là, dans ce groupe-là. Et peut-être que ça va se passer puis que vous allez le faire, mais on ne sait jamais. Et si vous créez des attentes envers les enfants et que vous ne les respectez pas, ben c'est une trahison. Puis c'est pas correct de faire ça. Surtout qu'il y a des enfants aujourd'hui, puis peut-être encore plus aujourd'hui qu'à autrefois, qui en vivent plusieurs des trahisons comme ça. Des parents qui promettent qu'ils vont venir les chercher, ça va être je vais venir te chercher en fin de semaine, puis qui se pointent pas, puis des trucs comme ça, là, il y a des enfants qui en vivent à répétition. Alors, vous ne voulez pas être la énième personne qui va faire vivre un rejet à cet enfant-là. Donc, vous ne promettez pas ce que vous n'êtes pas certain de pouvoir respecter comme promesse. Puis, dernière chose que je vous suggérais, c'est de peut-être faire une liste des livres que vous avez lus au fil des semaines et avec peut-être quelques petites notes qui vont vous aider la fois suivante à peut-être ne pas reprendre le même livre parce que vous l'aviez beaucoup aimé, mais les enfants ne l'ont pas du tout aimé. Donc, vous mettez une note, pas très appréciée, ou vous mettez un classement, un 1 sur 5 ou un 0 sur 5 ou peu importe. Donc, comme ça, la fois d'après, disons que si vous le faites disons que vous lisez à des enfants de maternelle cette session-ci, mais qu'ensuite vous allez lire à des enfants plus vieux, puis que vous revenez dans 2 ans avec des enfants de maternelle, ben vous allez pouvoir vous référer à cette liste-là en disant ah oui, c'est vrai ce titre-là, ouais. Bon, puis aussi, n'hésitez pas à partager vos bons coups avec les autres bénévoles autour de vous et à poser des questions aux autres bénévoles autour de vous. Quand vous n'êtes pas certain d'un choix de livre ou quand vous avez un livre là, qui a super bien marché avec les enfants, partagez ça avec les autres bénévoles. Puis, des fois, vous pouvez même dire à quelqu'un, ben, je te le prête, tu le rapporteras à la bibliothèque pour moi la semaine prochaine, ou bien tu me le rapporteras la semaine prochaine, puis je irai le porter à la bibliothèque. Tu sais, on peut, comme ça, on crée une communauté. Parce qu'on est tous là pour les mêmes raisons, les bonnes raisons d'ailleurs. Alors, on crée une communauté, puis on peut partager avec les autres, donc nos trouvailles, nos découvertes, nos petits bonheurs, etc. Et n'hésitez pas, quand vous avez justement des trouvailles, des découvertes, des petits bonheurs, à les partager avec nous. Parce que vous allez recevoir là, chaque mois une infolette. On a commencé ça en septembre, mais il faut l'alimenter, cette infolette-là. Il y a toujours le coin des bénévoles. Donc, moi, je veux savoir les choses qui vous arrivent, les trouvailles que vous faites, etc., pour qu'on puisse les partager avec les autres bénévoles. Et alors, voilà, ça fait le tour. Si vous avez des questions, des problèmes, on est là pour vous. Votre coordonnateur ou coordonnatrice est là pour vous, d'abord et avant tout. C'est à cette personne-là qu'il faut vous référer si vous avez des questions. Mais sinon, vous pouvez aussi toujours nous écrire, on est là. Donc, par le site web, vous envoyez un courriel, info@lesrefairelire.qc.ca. Puis, et moi, je suis toujours ravie d'avoir des nouvelles des bénévoles comme des coordonnateurs. Alors voilà, ça fait le tour de cette formation. On lit quoi? On lit comment? Est-ce que vous avez des questions? On a encore un petit 5 minutes. Ensuite, il faut se quitter parce qu'on ne veut pas faire comme la dernière fois, là. Il y a un autre Zoom qui est prévu à midi, puis il faut leur laisser le temps de s'installer. Alors, si vous avez des questions, allez-y. On a 5 minutes. Merci. Merci Anne-Marie. Merci Michel. Alain, Lynn, merci. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là. Bon, des cœurs, des pouces en l'air, c'est le fun. Oui, Suzanne? Oui, ben, moi, j'ai assisté à votre session le premier volet la semaine dernière, mais vous ne me voyez pas parce que je n'étais pas connectée au groupe. J'ai rien reçu là de. Non, on n'a rien envoyé encore. Ah, vous n'avez rien envoyé encore. OK, parfait. Donc, tous ceux qui sont inscrits, vous allez leur faire parvenir, c'est ça? J'attendais d'avoir terminé la formation aujourd'hui pour vous faire parvenir. C'est un seul document que je vais vous faire parvenir. Vous allez avoir le texte, en fait, de ma présentation. Oui. Il y a des cœurs qui éclatent, il y a toutes sortes de trucs. Et vous allez avoir aussi la liste des livres dont j'ai parlé, les sites web auxquels j'ai référé la semaine dernière aussi. Vous allez avoir tout ça. Bien, c'est parfait. Je vous remercie infiniment pour cette intéressante présentation. De rien, merci, au plaisir. Anne-Marie, vous avez une question? Oui, j'ai une question. Parce que voyez-vous, ben, je débute dans l'activité et je trouve ça formidable, vraiment. Et la dernière fois, je leur ai lu 2 livres et puis j'ai terminé en leur proposant de dessiner à propos du livre, ce qu'ils avaient retenu, ce qu'ils avaient aimé sur le livre. Ben, ils ont beaucoup aimé ça. Ça a pris 10-15 minutes, mais ils ont vraiment aimé ça, de dessiner. Oui.
Mais ça a pris 10-15 minutes sur une séance de combien de temps? d'1 heure. Ben, écoutez, si vous avez 1 heure, je dirais que le 10-15 minutes de dessin à la fin, c'est pas si mal. Mais il faut penser qu'on n'est pas là pour les faire dessiner. On est là pour vraiment, c'est pour la lecture, pour les livres. Et c'est dangereux qu'à un moment donné, le dessin devienne la chose importante dans l'activité. Mhm. D'accord. OK. Alors, je vous taperai pas sur les doigts pour leur avoir fait dessiner pendant 10-15 minutes, là. Mais puis aussi, il y a le fait, et ça, il faut pas négliger cet aspect-là, c'est que si vous le faites avec les enfants à qui vous lisez, mais que les autres bénévoles le font pas avec les enfants qui lisent, là, vous créez des différences. Comme par exemple, je vous donne un exemple, il y a une bénévole qui avait apporté, c'est un peu dans la même veine, elle lisait, je ne sais pas sur quel sujet, mais elle avait apporté justement un dessin pour faire colorier les enfants. Et là, la semaine d'après, ben, les autres enfants disaient ben, pourquoi nous, on n'a pas de dessin? Puis là, ben, même les enfants à qui elle lisait, elle n'avait pas de dessin. Donc là, tout le monde voulait des dessins. Donc, vous savez, c'est des enfants, hein? Ils vont se comparer entre eux. J'ai dit, ils ne vont pas vous comparer de l'un à l'autre, mais si vous donnez quelque chose à un, tout le monde va vouloir l'avoir. Bien Donc, sûr. c'est là que ça devient problématique. Il faut que ce soit occasionnel, je pense, peut-être. Ben, occasionnel, mais en même temps, c'est la différence. C'est que si vous le faites puis que les autres le font pas, là, vous créez quelque chose qui est. Tu alors, parlez-en avec les autres. Si tout le monde le fait, que vous avez 1 heure et que vous prenez 10 minutes pour dessiner à la fin, je ne m'objecterai pas. Mais si vous le faites, vous, puis que les autres ne le font pas, puis que là, les enfants vont dire mais là, Madame Anne-Marie, elle a fait faire du dessin, puis nous autres aussi, on va faire du dessin, puis là, que tu as Alain ou Suzanne, qui eux autres ne veulent pas faire du dessin, ben, c'est là que ça devient problématique. OK. Merci Hein? beaucoup. Ben, c'est complexe, mais en même temps, on veut pas créer de conflit. On veut pas créer de différence entre les enfants. Bien sûr, je comprends très bien le raisonnement. Ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci. Ben, de rien. Louise, j'imagine que Iselou, c'est Louise, ça? Oui, c'est ça. Bonjour. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote rapidement et vous allez comprendre, ça va nous emmener à un point que vous avez soulevé déjà. Je me suis retrouvée avec un enfant une année difficile, un petit garçon qui était difficile. On était prévenus, il était pour être difficile. Or, à un moment donné, le professeur a dû le retirer du groupe et est allé le mettre dans le couloir. On lui a parlé, il lui a dit, écoute, quand tu seras prêt, tu pourras rentrer, etc. Et à mi-parcours, pas de la journée, mais des 6 semaines, il s'est rapproché de plus en plus près. Et il a fini sur mes genoux, sans me demander rien du tout. Alors moi, quand vous dites surtout pas ça, moi, dans un cas comme ça, je me serais tellement pas vue refuser ça. Ben, là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous dans un cas comme ça. Et l'enfant était revenu tranquillement. Alors, c'était juste pour vous dire, donner une situation comme ça. Je suis d'accord avec vous dans un cas comme ça, mais moi, je ne prendrais pas un enfant pour l'asseoir sur moi. Non, je comprends très bien. Puis ce que vous auriez pu faire, c'est lui dire, c'est très doucement, regarde, mets-toi à côté, collé. Parce que comme ça, on va mieux voir. En donnant une bonne raison. Ouais. Les amis vont mieux voir si. Je comprends, mais c'était vraiment un cas tout à fait particulier d'un enfant très rébarbatif et tout à coup qui s'ouvrait. Oh oui, on dit pas non. On dit pas non. On dit pas non. Voilà. On essaie de moduler, mais on dit pas non. Merci, c'est une belle anecdote. Alain? Oui, c'est juste un exemple que je voudrais donner. Si par exemple on a un livre sur des lapins, puis on apporte des petits lapins, est-ce que c'est créer un précédent? Lapins? Oui. Des vrais lapins? Non, des petits en peluche, vous voyez, pas des vrais lapins, mais un livre sur les lapins, bon, on apporte quelques... Non, il y a des bénévoles qui le font. C'est sûr qu'il y a le danger de créer un peu comme ce qu'Anne-Marie disait tantôt, là, quand on fait du dessin, puis là, les autres, ils veulent faire du dessin aussi, puis si on apporte des objets, puis les autres, mais si ça peut vous servir à illustrer l'histoire ou à
Des fois, il y a des gens, il y a des bénévoles qui vont se servir d'un objet aussi pour donner la parole aux enfants ou pour montrer bon, des trucs comme ça. C'est possible de le faire, mais il faut faire attention justement pour pas que ça devienne le point central de l'activité et pour pas que ça devienne quelque chose qui va créer de la jalousie de la part des autres enfants. Fait que il faut faire attention. OK, D'accord? merci. De rien. Daniel Oui, Thiroux. bonjour. Est-ce qu'on peut apporter des livres anonymement et laisser aux profs? J'ai la chance d'avoir des livres, des documentaires. Je vous Alors, dis oui tout de suite. Je vous dis oui tout d'accord. de suite. Vous ne les donnez pas aux enfants et vous ne Non, les donnez pas au nom de lire et faire lire, mais vous pouvez, si vous voulez donner des livres à la classe, vous pouvez très bien apporter des livres, les donner à l'enseignante et l'enseignante fera ou l'enseignant fera ce qu'il ou elle veut avec ces livres-là. OK? d'accord, merci. Parfait. Louise, vous avez une dernière question? Ensuite, on doit se quitter. Désolée.